29 novembre 2018, la chaîne allemande ARD diffusait un reportage dans lequel l'ex-Unterscharführer Karl Munter déclarait « Tant pis pour eux ». Eux, c'était 86 civils assassinés dans la ville d'Ask dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, donc dans le nord de la France, en représailles de l'attaque d'un train contenant des hommes du bataillon blindé de reconnaissance de la 12e SS Panzer Division. Si l'ancien bourreau nazi, condamné à mort en 1949 pour crimes de guerre, aujourd'hui protégé par la prescription de ces mêmes crimes, ne craint plus désormais d'être arrêté et exécuté, il peut également parler librement et entend faire connaître son témoignage, raconter sa vérité sur ce qui s'est produit lors de cette nuit tragique. Le témoignage de ce bourreau réel n'est pas sans rappeler celui du bourreau de papier créé par Jonathan Little dans Les Bienveillantes en 2006. L'œuvre relate les mémoires fictives d'un personnage nommé Maximilian Au, membre de la SS ayant participé entre autres au massacre de masse perpétré par les Einsatzgruppen sur le front de l'Est. Le roman obtient le prix Goncourt la même année, devient un best-seller et suscite un houleux débat articulé autour d'une question principale. Le succès de l'œuvre augure-t-il d'un changement de registre mémoriel ? Serait-on sorti de l'ère du témoin, inauguré par le procès Eichmann en 1961, pour entrer dans l'ère du bourreau ? Apparaît en filigrane une confusion définitoire, puisque le XXIe siècle tente à ériger le bourreau en témoin. C'est que les séductions du bourreau sont emblématiques de notre temps, à l'heure où l'usurpation de la parole du témoin par son tortionnaire prime sur l'intérêt porté au témoignage des victimes. Il suffit pour s'en convaincre de porter un regard sur les témoignages réels ou fictifs parus ces 25 dernières années. Du livre « Des hommes ordinaires » qui relate l'histoire du 101e bataillon de la police allemande qui a tué 30 000 juifs d'une balle dans la tête, à une saison de Machette donnant la parole au bourreau Hutu, en passant par Les Bienveillantes de Little pour finir sur L'Enfer où une victime de Pinochet raconte comment elle est à son tour devenue bourreau, on constate que la figure du bourreau a trouvé sa place sur les étals des librairies, de même que sur nos écrans de télévision. On peut songer à la franchise The Purge, qui compte les errances d'Américains laissés libres d'assouvir tous leurs crimes, quels qu'ils soient, durant une nuit par an. La violence gratuite érigée en concept salvateur de l'unité de la nation rapporte au premier film dystopique 89 millions de dollars en 2013. S'en suivront 3 autres films et une série forts de ce succès. C'est dire combien le bourreau fascine, et plus encore combien l'idée que tout un chacun puisse devenir bourreau à son tour semble au cœur des préoccupations de notre siècle présentiste où, pour reprendre la jolie formule de François Hartog, on est passé d'Hippocrate à Sisyphe ne cessant de rouler son rocher. J'aimerais donc, dans le cadre de cette communication, interroger la possibilité de faire du bourreau littéraire un témoin à même de nous faire comprendre l'origine du mal. Voit-on se dessiner ici une limite de la liberté de création ? Donc je partirai des confusions définitoires entourant l'utilisation des termes bourreau, témoin et de l'expression de Hannah Arendt banalité du mal afin d'en faire surgir les ambivalences sémantiques. Ce faisant, je montrerai que la fascination que suscite le bourreau est tributaire de ces ambiguïtés qui incitent le public à confondre non seulement témoin et bourreau, mais également bourreau réel et bourreau de papier, donc personne réelle et personnage de papier. Par là même, je remettrai en question le bien fondé d'une liberté de création qui prête au bourreau la voix du témoin. Donc j'entame ma première partie et je voudrais revenir sur les termes bourreau et témoin et les confusions définitoires qui les entourent. Lorsque on emploie le terme bourreau aujourd'hui, peu d'entre nous songent au bourreau français, officier de justice en charge de l'application d'une condamnation et donc du couperet de la guillotine à la fin du XVIIIe siècle. Bien que la dernière exécution française date de 1977, la peine de mort ayant été abolie en 1981 en France, on doit admettre que les génocides perpétrés au XXe siècle ont généré une confusion définitoire tendant à faire disparaître le sens premier du terme. Pourtant, dès le XVIIIe siècle, dans l'encyclopédie, la fonction première attribuée au bourreau, dénommé alors exécuteur de la haute justice, est bien d'exécuter les jugements qui condamnent les criminels à mort ou à quelque peine afflictive. Un siècle plus tard, dans le dictionnaire de l'Académie française, le mot réfère en premier lieu à l'exécuteur des hautes œuvres des arrêts rendus en matière criminelle. En 1896, il renvoie à celui qui a la charge d'exécuter les arrêts condamnant à la peine de mort ou à quelque peine corporelle. En 2016, le Robert illustré définit le bourreau comme celui qui exécute les peines corporelles ordonnées par une cour de justice et la peine de mort. Donc si le sens premier du terme demeure à tout le moins dans les pages de nos dictionnaires, un sens contextuel semble néanmoins avoir pris le pas sur ce dernier dans les années 1950. Comme l'explique Joanne Villeneuve, le bourreau devient, dans la seconde moitié du XXe siècle, et je la cite, une personne qui en fait souffrir une autre ou qui porte la responsabilité de cette souffrance en assujettissant sa victime. Donc, fille du bourreau chargé de faire appliquer une peine de justice, je la cite encore, ce que l'on appelle de nos jours bourreau renvoie moins à la réclusion chez les morts qu'à la domination exercée sur autrui jusque dans le pouvoir d'infliger la mort. Fin de citation.
Les nazis ayant exercé cette domination jusqu'à tuer 6 millions de juifs, le terme bourreau s'est peu à peu imposé pour les désigner et figure aujourd'hui en tête de nombreux articles ayant pour sujet les crimes de guerre nationaux socialistes. À cette confusion définitoire s'ajoute un autre imbroglio sémantique s'articulant cette fois-ci autour du terme témoin. La notion de témoin a été théorisée par Annette Wieworka dans son ouvrage L'ère du témoin. L'historienne démontre que l'avènement du témoin a lieu avec le procès Eichmann en 1961. C'est qu'au sortir de la guerre, la mémoire du génocide est, je cite l'historienne, inscrite dans un groupe clos qui pourrait être identifié à la famille. Fin de citation. C'est donc une mémoire plus individuelle que collective. Il faudra attendre le procès Eichmann pour que la mémoire de la Shoah entre dans l'espace public. En effet, le procès a cela de particulier qu'il permet, je cite l'historienne, aux survivants d'acquérir son identité de survivant parce que la société la lui reconnaît. Dans le même temps, le procès crée une demande sociale de témoignage et permet à la parole du témoin survivant de devenir une constituante mémorielle de l'histoire du génocide. Or, force est de constater que le témoin, tel que le définit l'historienne, était le survivant appelé à la barre lors du procès Eichmann, puis, par incidence, le survivant témoignant à l'oral ou à l'écrit de l'expérience génocidaire ou concentrationnaire. Donc, en d'autres termes, le témoin était une victime. Dès lors, s'interroger sur la possibilité d'ériger le bourreau en témoin apparaît sinon contradictoire, pour le moins dérangeant. Pourtant, la confusion semble aujourd'hui consommée et les témoignages des bourreaux, tant réels que fictifs, se multiplient. De fait, la parole du bourreau trouverait une légitimation en fonction de 3 principes, donc résumés par Charlotte Lacoste. Cette usurpation de la parole testimoniale par les bourreaux se part volontiers d'un prétexte. L'origine du mal ne doit-elle pas être recherchée dans le discours de celui qui l'inflige ? Se recommande d'une pratique. Le tortionnaire a acquis une expérience, voire une sagesse, et suppose que le meurtrier se fasse lui-même passer pour une victime, mais de première catégorie, dolente créature mise au banc de la société pour avoir exterminé ses semblables quand on le lui ordonnait. Ces 3 principes méritent d'être questionnés au regard de la légitimité éthique de la parole testimoniale, légitimité que ne possède pas la parole du bourreau. Le premier élément à rappeler est évident. Le bourreau n'est pas une victime, mais bien celui qui est à l'origine de la violence subie par la victime. Dès lors, qu'en est-il du bourreau en possible témoin ? Allant dans le même sens qu'Annette Wieworka, Renaud Dulong spécifie que le témoin est passif, qu'il regarde subit, mais qu'il n'agit pas. Cette caractéristique vaut aussi bien pour le témoin oculaire judiciaire que le témoin historique. Donc selon Dulong, le témoin historique est, je le cite, pris dans l'événement, il en est victime, il lui en coûte infiniment plus qu'un choc physique ou psychologique. Fin de citation. Le bourreau ne peut donc être un témoin en ce qu'il est celui qui fait et non celui qui assiste à ou qui subit. Mais alors, le bourreau n'étant ni victime ni témoin, se peut-il qu'il témoigne de ses actes de tortionnaire et quelle serait la valeur de ce témoignage si le bourreau n'est pas un témoin ? C'est ici qu'entre en compte l'importance de l'éthique de la parole testimoniale. L'écart fondamental entre le témoignage du témoin et la parole du bourreau se comprend du point de vue de l'éthique. Le témoignage d'une victime revêt différentes missions selon qu'elle témoigne dans une cour de justice ou non. Dans le premier cas, la visée sera avant tout celle de permettre à la justice de faire justice. Donc Gideon Hausner, le procureur du procès Eichmann, le spécifie. Tout procès comporte une volonté de redressement, un souci d'exemplarité, il attire l'attention, raconte une histoire, appelle une morale. Donc les procès pour crimes contre l'humanité ont ceci de spécifique que la parole du témoin y est essentielle, non en ce qu'elle constitue, comme pour Eichmann, et je cite encore Gideon Hausner, une quelconque preuve de la culpabilité du prévenu, mais pour faire un récit dont la finalité est double, compter sa propre survie, mais surtout évoquer ceux qui sont morts et comment ils ont été assassinés. Cette double finalité, donc la commémoration et l'éducation, correspond à celle attribuée par François Rastier au témoignage littéraire. J'entends par témoignage littéraire le témoignage écrit d'une expérience concentrationnaire ou génocidaire. Donc François Rastier dit que le témoignage littéraire, je le cite, s'adresse aux vivants mais se destine aux morts. Fin de citation. Donc dans le cadre du procès Eichmann, comme dans le cas du témoignage littéraire, les missions d'éducation et de commémoration sont essentielles. Le témoin parle pour que l'humanité connaisse la vérité, mesure l'ampleur du génocide, afin que bien évidemment ça ne se reproduise pas, mais il parle surtout pour que les victimes ne soient pas oubliées. Donc ces 2 missions sont toutes 2 tributaires d'une éthique testimoniale qui se fonde sur un acte fiduciaire. Ricoeur précise, et je le cite, « Le témoin demande à être cru, il ne se borne pas à dire « j'y étais », il ajoute « croyez-moi ». Fin de citation. Cette dimension fiduciaire repose elle-même sur un engagement à dire vrai, puisque le pacte testimonial requiert tout autant que le pacte autobiographique un esprit de vérité. C'est ce qui différencie en profondeur la parole d'une victime de celle d'un bourreau. Un bourreau ne peut témoigner car l'acte fiduciaire dans lequel le témoignage puise sa légitimité ne peut s'établir.
Plus encore, un bourreau ne peut témoigner parce que la dimension éthique au cœur de la parole testimoniale lui fait défaut. Enfin, il ne peut témoigner parce que pour la majeure partie d'entre eux, leur responsabilité n'est pas de mise, l'obéissance aux ordres les décharge de toute culpabilité. Comment leur témoignage peut-il dès lors assumer la fonction d'hommage funéraire rendu aux victimes? La question se pose également pour ce qui est de la mission d'éducation portée par la parole testimoniale. Le dire d'un bourreau peut-il nous renseigner sur l'origine du mal afin de nous en prévenir? Difficile projet que celui d'écrire une mémoire du mal fondée sur la parole des bourreaux, ce que nous explique Corina Koulmas, que je cite. Pour qu'une mémoire du mal puisse se développer, il faut qu'on ait eu conscience de faire le mal au moment de le commettre, ou il faut du moins que cette conscience soit venue après coup comme une évidence. Or, plus d'un demi-siècle après la fin du nazisme, on sait que la plupart des Tatars n'ont jamais souffert d'un sentiment de culpabilité. Soit ils considéraient ne pas avoir fait de mal du tout, ou bien ne pas être responsables du mal qui avait été commis. Concernant leurs actes, ils affirmaient qu'ils avaient fait leur devoir, et rien que cela. Que penser, dans cette perspective, de la fascination que suscite un bourreau de papier tel que le personnage principal des Bienveillantes, fascination qui procède de l'idée qu'il saurait nous faire toucher du doigt la banalité du mal? Peut-on si aisément changer de registre mémoriel pour laisser la parole de la victime au profit de celle de son bourreau? J'en arrive à ma seconde partie, le bourreau littéraire et l'illusion référentielle quand la banalité du mal s'écrit dans les romans. Donc, évoquant le succès des Bienveillantes, l'historien Christian Ingrao explique que, je cite, « Les lecteurs sont fascinés parce qu'ils sentent bien que si l'on veut comprendre les massacres, les atrocités, il faut en passer par le discours des bourreaux, pas par celui des victimes innocentes par définition. » Fin de citation. Considérant que le bourreau n'est pas un témoin, il convient de s'interroger sur la légitimité à accorder au témoignage fictif d'un bourreau littéraire. Un bourreau littéraire peut-il nous enseigner la vérité des motivations et mécanismes qui ont conduit au génocide? Cette question n'est pas sans en poser une autre plus essentielle encore, quid de la banalité du mal, perçue aujourd'hui comme tapis au fond de chaque homme. Donc, dans un premier temps, rappeler le concept d'illusion référentielle ne semble pas inutile. Je reprends pour ce faire les mots de Charlotte Lacoste, que je cite. « Remarquons tout d'abord que c'est donner dans l'illusion référentielle la plus parfaite que de prétendre aller chercher des connaissances factuelles dans ce qui se donne pour un roman. C'est oublier que le propre du romancier, c'est justement de n'être pas soumis à l'exigence de vérité. » Fin de citation. Le bourreau littéraire des Bienveillantes, devenu témoin historique fiable sous la plume de Suzanne Rubin Suleyman, pose en effet problème au regard de l'illusion référentielle. Donc je la cite, « En faisant de son narrateur SS un témoin historique fiable, c'est-à-dire quelqu'un qui fonctionne comme un témoin informé par la connaissance historique ultérieure, Littell accomplit quelque chose d'entièrement nouveau. Car ici, la vérité historique, qui inclut non seulement les faits, mais aussi la tentative de rendre compte de leur implication éthique et psychologique, sort de la bouche d'une personne qui faisait partie du système responsable des horreurs qu'il relate, un système dont il décrit en détail le fonctionnement. » La confusion s'infiltre dans le rapport à la vérité, puisque l'on cherche ici à tirer une vérité historique fiable, donc factuelle, fondée sur des faits avérés, dans une œuvre romanesque et donc fictionnelle. De plus, on voit mal comment un bourreau littéraire de surcroît pourrait analyser les implications éthiques et psychologiques de faits atroces auxquels il a lui-même participé et que par ailleurs il ne regrette pas tout le long du roman. Renaud Dulong précise que le récit écrit par une victime traduit, je le cite, un événement qui s'impose par le choc qu'il provoque et peut permettre de combler une défection de l'historiographie. Fin de citation. La défection dont il parle, c'est le sens donné à l'absurdité vécue telle que la guerre, l'expérience concentrationnaire ou génocidaire. Donc dès lors, comment se fonder sur la parole d'un bourreau littéraire qui ne regrette pas ses actes pour donner sens au crime contre l'humanité perpétré par ce dernier, particulièrement lorsqu'il entend s'en dédouaner en se plaçant au cœur même de cette humanité. Donc je cite Maximilien Hou dans le chapitre 1. « Je vis, je fais ce qui est possible, il en est ainsi de tout le monde, je suis un homme comme les autres, je suis un homme comme vous. Allons, puisque je vous dis que je suis comme vous, point d'exclamation. » Fin de citation. L'une des hypothèses pouvant expliquer la fascination suscitée par le discours des bourreaux tiendrait peut-être dans l'idée que pour comprendre le mal, il faudrait chercher à comprendre l'homme qui l'exécute. Partant d'un syllogisme aujourd'hui généralisé qui consiste à dire que tous les bourreaux sont des hommes ordinaires, or les hommes ordinaires c'est nous tous, donc nous sommes tous des bourreaux, Charlotte Lacoste explique que placer le bourreau dans l'humanité conduit à banaliser le mal, puisque le bourreau étant humain comme nous, il s'agit de regarder en nous-mêmes afin de nous prémunir contre le bourreau qui y sommeille et par le truchement de l'œuvre romanesque de viser à une catharsis préventive. Donc pour faire plus court et en d'autres mots, nous confronter à notre potentielle barbarie par la lecture d'une œuvre telle que Les Bienveillantes permettrait in fine de nous en sauver. Donc l'expression de Hannah Arendt, banalité du mal, se trouve aujourd'hui pervertie et transfigurée
en ce qu'elle est associée à la conception de l'homme ordinaire. Tout homme ordinaire est potentiellement un futur bourreau en puissance parce que le mal est inscrit dans sa nature. Tout comme Eichmann était un homme ordinaire, simple bureaucrate nazi ayant exécuté les ordres qu'on lui avait donnés, nous sommes tous, chacun de nous, susceptibles de nous transformer en bourreaux. Or, Hannah Arendt ne voyait pas en Eichmann un homme ordinaire. La philosophe écrit dans le post-scriptum à la 2e édition de son rapport sur Eichmann à Jérusalem « Il n'était pas stupide, c'est la pure absence de pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité, qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. Et si cela est banal et même comique, si avec la même meilleure volonté du monde on ne parvient pas à découvrir en Eichmann la moindre profondeur diabolique ou démoniaque, on ne dit pas pour autant que cela est ordinaire. » Donc l'idée d'absence de pensée disparaît totalement du syllogisme précédemment cité, on lui préfère celle d'un mal intrinsèque à la nature humaine. Or, la potentialité d'une culpabilité universelle, liée à cette idée d'un mal inscrit dans la nature humaine, c'est-à-dire en tout un chacun, tout en déresponsabilisant le bourreau, conduit le lecteur à justifier le crime en cherchant à le comprendre pour s'en prémunir. Disparaît ainsi la mise en garde de Primo Levi dans l'appendice à Si c'est un homme, donc que je vais vous lire. Peut-être que ce qui s'est passé ne peut pas être compris et même ne doit pas être compris, dans la mesure où comprendre, c'est presque justifié. En effet, comprendre la décision ou la conduite de quelqu'un, cela veut dire, et c'est aussi le sens étymologique du mot, les mettre en soi celui qui en est responsable, se mettre à sa place, s'identifier à lui. Eh bien, aucun homme normal ne pourra jamais s'identifier à Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann, à tant d'autres encore. La guerre est une réalité terrible qui existe depuis toujours, elle est regrettable, mais elle est en nous, elle a sa propre rationalité, nous la comprenons. Mais dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. C'est une haine qui n'est pas en nous, qui est étrangère à l'homme, c'est un fruit vénéneux issu de la funeste souche du fascisme et qui est en même temps au dehors et au-delà du fascisme même. Nous ne pouvons pas la comprendre, mais nous pouvons et nous devons comprendre d'où elle est issue et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire. Donc, en conclusion, près de 75 ans ont passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'effroi suscité par la découverte des camps, s'est très vite substitué une volonté d'oublier. Assez d'horreur, assez de malheur, il était temps pour l'histoire avec sa grande hache, pour reprendre la formule de Georges Perec, de ranger l'outil au placard, et pour les survivants de se taire, afin que l'on puisse goûter la paix sans que personne ne vienne la gâter. Les faits ne parlant pas d'eux-mêmes, c'est dans les années 1960 que s'éleva enfin dans le champ social la voix du témoin. Le procès Eichmann ouvrit une ère nouvelle où la parole du survivant devenu témoin devint une constituante essentielle de la mémoire du génocide. Le témoin n'eut de cesse dès lors de raconter son histoire, petite histoire utile à la mémoire de la grande, celle avec un grand H. Si les années 1980 furent celles de la victime, force est de constater que le début du XXIe siècle marque une fascination pour une figure nouvelle, celle du bourreau. Au cœur de cette fascination se trouve la croyance en un monstre tapi au fond de chacun de nous, révélateur d'une banalité du mal inscrite dans la nature humaine. D'aucuns en sont alors venus à se demander si nous étions face à un changement de registre mémoriel. Entre-t-on dans l'ère du bourreau, s'interroge l'historien Denis Péchinski. Si la question mérite d'être posée au vu de la fascination qu'exerce aujourd'hui la figure du bourreau réel ou fictif, il me semble qu'elle doit cependant être mesurée, en ce que cette fascination découle de multiples confusions que j'ai tâché de mettre au jour. Confusion définitoire tout d'abord, puisque un bourreau ne sera jamais un témoin. Confusion philosophique, voire ontologique, ensuite, puisque la banalité du mal est encore aujourd'hui le sujet de multiples interprétations. Confusion mémorielle, enfin, puisque supposer l'écriture d'une mémoire du mal fondée sur la parole du bourreau suppose un pari éthique qui ne tient pas, celui de croire que les bourreaux aient conscience du mal absolu que représente la Shoah, de même qu'en leur capacité à analyser ce mal. Or, les bourreaux sont la conséquence d'un système qui, en érigeant l'assassinat de l'autre comme une vertu protectrice du soi, a entériné le meurtre comme condition nécessaire de l'existence d'un espace vital purifié. Dès lors, chercher à comprendre le génocide du point de vue de celui qui l'a perpétré, en prêtant au bourreau la voix du témoin, m'apparaît sinon dangereux, du moins largement questionnable, et constitue à mon sens une limite à la liberté de création. Merci.